Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Basket Session River. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Chat, il y avait quelques matchs la nuit dernière, pas forcément les plus intéressants, je vais pas te C'est vrai. mentir. C'est plutôt les matchs de ce week-end qui étaient cool. Mais allez, on peut peut-être quand même ouvrir avec la victoire de Miami contre Dallas. Un match plutôt sympa à regarder pour le coup. J'ai dit que Ouais. les matchs n'étaient pas très intéressants, mais celui-là était vraiment cool. Victoire de Miami, 123-118 après prolongation, avec un très bon Jimmy Butler qui a mis 33 points, 9 rebonds, 6 passes. C'est lui aussi qui a arraché la prolongation sur un dunk. C'est lui aussi qui a servi Bam Adebayo pour le panier à 3 points décisif. J'ai envie de dire celui qui a donné le dernier avantage à Miami en prolongation. Et ouais, beau match parce que les deux équipes pratiquaient plutôt un basket agréable à regarder. Ouais, Dallas restait sur 4 victoires, de suite là et même avec l'absence de Luka, on en parlait tous les 2 avant, ça joue plutôt bien. Ils trouvent des solutions sans lui, ce qui était pas si évident que ça et Miami, bah, j'ai bien aimé ce que j'ai vu du Heat. C'est pas l'équipe que j'avais vu le plus jouer jusque-là et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Jimmy Butler cette nuit. Je suis toujours un peu sur la réserve parce que ces dernières saisons, il passe pas mal de temps, à l'infirmerie. Il enchaîne 5-6 matchs, il va à l'infirmerie, il est diminué. Là, sur le match qu'il fait cette nuit, honnêtement, ça ressemble à la meilleure version de Jimmy Butler, c'est-à-dire, très, très efficace en attaque. Il fait 33 points à 11 sur 17, sans prendre le moindre tir extérieur. Il va sur la ligne, il fait des passes, il en donne 6, il prend des rebonds, il est actif en défense avec des interceptions, des contres et puis, bah, le panier décisif et la passe, décisive pour Bam, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, ouais, une rencontre intéressante et un visage de Miami qui est intéressant. C'est pas l'équipe dont on a le plus parlé depuis le début de la saison, mais ils sont à l'équilibre pour l'instant et Dallas, comme on le disait, plutôt pas mal aussi, malgré l'absence de Luka, qui va encore durer, je pense, 2-3 matchs, hein, facilement parce que je crois qu'ils avaient parlé de 4 matchs dans un premier temps et à mon avis, ils vont pas forcer son retour alors que l'équipe tourne correctement. Il y a un joueur formé à Arizona qui m'a surpris sur ce match, c'est Pelle Larsson. Il est intéressant, le Je Heat t'en sort je toujours vous en des ai mecs. parlé pendant toute la pré-saison, j'ai dit que c'était mon gars, Pelle Larsson. Ah, Pelle, pardon. Moi, je l'appelle Pelle à la française, tu vois, Pelle Larsson. Je sais pas, je parle pas suédois, mais je me dis que le E à la fin, tu vois? Voilà. Il y a moyen, effectivement. Mais le Heat, je les ai trouvés très intéressants. J'ai Mmh. trouvé Miami très intéressant en défense, comme souvent. Il varie tellement avec Spoelstra. Il y a des presses, zone presse, il y a des zones. Il y a vraiment, à chaque fois, Mmh. ce que j'aime bien avec Spoelstra, c'est un coach qui finalement n'hésite pas à aller piocher tu vois, dans tout le répertoire du basket, quoi. T'es pas obligé toujours de faire de la défense homme à homme en NBA et lui, il n'hésite pas. Ouais, des presses, on n'en voit pas si souvent, tu vois, des presses ou même des zones presses. C'est pas des trucs que tu vois autrement ailleurs qu'à Miami. C'était plaisant. Et pour Jimmy Butler, je vais essayer de continuer ma propagande, même si je pense que ça n'arrivera pas, mais je continue de penser que là, tu vois, il joue très bien, c'est le moment parfait, quoi. Il envoie des messages, notamment du côté d'une franchise en Californie qui aurait 12 joueurs et qui particulièrement pourrait vraiment passer un cap si elle récupérait une deuxième superstar. J'ai nommé les Warriors. Je continue de penser que Jimmy Butler, ça pourrait être excellent sur un dernier run, tu vois, un Sachez ou deux sachez que derniers runs. Théo nous jette des regards noirs là, après avoir entendu cette Théo, théorie. Théo serait super content si Butler allait chercher un titre avec Golden State. Je te le dis. Non, mais je pense que Golden State osera pas dégainer ce trade pour une raison simple, c'est qu'Andrew Wiggins est très bon. Je Bah, il fait pense un que bon le début de fait saison, ouais. qu'Andrew Wiggins est très bon, c'est peut-être ce qui peut pousser. Parce que moi, j'ai déjà l'offre, hein, je l'ai déjà donnée, je la redonne. Kuminga, DeAnthony Melton, qui apparemment sera tradé d'ailleurs. Les Warriors auraient l'intention de trader DeAnthony Melton qui peut plus jouer. Alors, c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. Mais pour Miami, c'est toujours un contrat expirant, en fait. Donc, c'est un mec qui va pas impacter Mmh. ta masse salariale. Kuminga, Melton. Kuminga, je pense qu'il passera pas le cap. Mais le Heat peut se dire, ah bah tiens, nous, on va voir comment nous, on peut le développer. Et Andrew Wiggins a éventuellement un pic en plus. Oui, j'avais mis des pics dans cette offre. Il y avait des pics dans cette offre pour Jimmy Butler. Mais bon, là, Wiggins, c'est vraiment bon. C'était les Warriors. C'est T'as peut-être pas c'est envie d'aller chercher le Jimmy Butler de 35 ans en et lâchant puis Wiggins, quoi. et puis c'est Pat Riley en face. Tu sûr que Pat Riley, il accepte cette offre-là, là? Je pense que Miami le fait plus que Golden State. J'ai l'impression que ça se fait plus dans un sens que dans l'autre. Je pense que Miami, on sait que Butler, il est en fin de contrat, il est vieux, il veut un contrat max. L'équipe, elle peut plus jouer le titre. Donc, de toute façon, si tu passes au pire d'une équipe qui peut gagner un tour à une équipe qui va juste au premier tour, tiens, il n'y a pas une Mmh. énorme différence, tu vois. Et Wiggins, tu vois, tu sais que c'est bon. Kuminga, tu vas le développer. Tu crées un joueur qui peut un peu
Tu vois, Kuminga, ça peut être avec Tyler Hero, avec Bam Adebayo. Tu récupères enfin des pics. Le Heat n'a pas de pics. C'est ouf pour une équipe du milieu de tableau. C'est le pire de ne pas avoir de pics. C'est-à-dire tu peux pas monter plus haut en faisant un gros trade. On l'a déjà vu. Damian Lillard, tout ça, ils n'ont jamais les atouts. Et tu peux pas vraiment te reconstruire parce que tu as des pics, mais ils en ont pas beaucoup, tu vois. Voilà, quand tu as plein de pics, tu as été à leur héros, tu as Bam Adebayo, tu as Rémi Raquez, qui plafonne légèrement sur deuxième saison, mais qui reste un mec intéressant, intelligent et qui a encore un potentiel, même s'il n'est pas tout jeune. Hein, c'est un mec qui va se développer encore, Raquez. Donc, moi, je trouverais ça intéressant pour le Heat. Mais bref. Ouais, le Heat, là, juste pour finir sur eux, et pour Raquez, il y a des périodes comme ça où on l'a déjà vu avec Miami, où des joueurs sortent un peu, pas sortir de la rotation, là, ils jouent encore 15-20 minutes dans tous les cas, mais tu sais, ça me fait penser à Duncan Robinson qui a eu des grosses traversées du désert, des gros moments forts aussi. Donc c'est un peu, je pense que c'est un peu, tu vois, c'est un peu ça aussi. Même, tu vois le match de Jovic, il joue que 6 minutes alors qu'il était titulaire la saison dernière, par exemple. Ils ont un banc qui est pas inintéressant, en fait. C'est pas des énormes noms, mais tu parlais de Larson qui met 14 points. Kevin Love, il est toujours là. On a l'impression qu'il joue plus pour ceux qui regardent. Il n'y a pas de joueur faible, en fait. Il n'y a pas de joueur faible. Alec Burks, en sortie de banc, c'est quand même très bien offensivement. Là, il met 15 points. Voilà, ils ont de quoi faire. Il y a des blessés aussi. Hein. Terry Rozier là est blessé. Des joueurs qu'on n'a pas encore vus forcément. Moi, je voulais voir un peu plus le rookie Kelly Ware, qui a été un peu malade en début de saison et qui est pas rentré dans la rotation pour l'instant. Mais voilà, j'ai bien aimé le visage de Miami et moi je pense qu'ils feront pas, même si ton trade pourrait avoir du sens, hein, mais je pense pas qu'ils feront le trade. Ils vont aller jusqu'au bout avec, à mon avis. Ouais, il y a moyen. Et juste du côté de Dallas, tu as commencé à le dire, mais c'est vrai que le jeu est très intéressant à Dallas. Le bilan des Mavericks, c'est très trompeur. Hein. Ils sont à 9-8. Tu pourrais penser qu'ils plafonnent un peu. En fait, ils ont perdu plein de matchs serrés. Ils sont à 4 victoires en 11 matchs serrés. Tu vois, donc ils ont souvent perdu des matchs serrés dans le Money Time, ce qui n'est pas trop le propre des Mavs d'habitude. C'est un truc qui va se réguler. Je pense que Luka n'était pas complètement à fond aussi. Là, maintenant, il est absent. Par contre, il y a un truc, c'est que je trouve que ça joue entre guillemets mieux sans lui. Alors c'est avec des guillemets, mais j'adore comment Kyrie Irving joue par exemple. Il implique vachement les autres. Il y a énormément de rythme. Kyrie, il pousse la balle. Tu vois, il se dit pas, je suis la seule star, je vais jouer des pick and roll dans l'axe. Pas du tout. Ça pousse, ça met direct du rythme. PJ Washington est super intéressant. Il y a beaucoup plus de joueurs qui touchent la balle quand Luka n'est pas là. Et après, c'est logique que quand Luka est là, c'est comme quand tu as LeBron James, il faut que ton joueur star ait la balle, c'est ton meilleur joueur, c'est le deuxième ou troisième meilleur joueur du monde. Donc, je ne suis pas pour qu'on joue exactement comme ça quand Luka revienne, mais j'espère qu'il y a un équilibre qui va se trouver. Je l'espère sincèrement qu'il y a un équilibre qui va se trouver parce que si les Mavs trouvent cet équilibre, ça devient une équipe très, très, très dangereuse. Il n'y a peut-être que Boston et tu vois, vraiment au-dessus des Mavs avec ce potentiel. On ne l'a pas encore complètement vu. PJ Washington est super intéressant. Il est très bon dans cette série de victoires. Il met 21 points, 10 rebonds hier. Et j'allais te parler de Najee Marshall qui enchaîne des performances intéressantes au scoring. En début de saison, on en avait parlé un peu lorsqu'on avait essayé d'évaluer les chances des Mavs et je trouve que c'est vraiment un super joueur. Là, encore plus quand il a les opportunités de scorer plus. Là, il a fait 26 points dernier match et 20 points cette nuit. Et en plus, c'est un très bon défenseur, donc j'aime bien. T'as raison, Dallas, le bilan est un peu trompeur et si Luka revient pas trop tard, s'il revient dans les prochains, s'il rate que 2 ou 3 matchs, je pense que ils vont vite regagner des places parce que là à l'ouest, pardon, avec 9-8, ils sont 8e, je crois, 8e ou 9e. Là ils sont 9e, voilà, mais ils sont 9e, mais avec très peu de retard sur ne serait-ce que Houston et les Lakers qui sont 3e, 4e, donc. De toute façon, là, les positions, elles sont pas figées. Moi, je t'avoue qu'en début de saison, je regarde même rarement le classement quasiment avant la mi-saison, quoi. Parfois, juste pour me rendre compte un peu des tendances, mais sinon, le classement, il compte vraiment à partir de la mi-saison, je trouve. Pareil que toi, je regarde rarement le classement en début de saison. Ça peut aller tellement vite dans un sens comme dans l'autre. Sauf quand tu as des équipes qui sont vraiment, vraiment à la traîne, les Sixers et tout, on forcément regardait parce que c'était un peu surprenant, quoi. Bon, on peut en parler des Sixers. Les Sixers qui ont pris une nouvelle rouste à domicile, qui ont été sifflés. Défaite 99-125 contre les Clippers. Il n'y avait ni Joel Embiid ni Paul George, mais cette équipe ressemble à rien. Je suis désolé de le dire comme ça. Victoire des Clippers du coup avec 16 points, 12 rebonds d'Ivica Zubac, 23 points, 8 passes de James Harden, 18 points d'Eric Jones Jr. Tellement pas d'attaque aux Sixers en face. Jared McCain et Tyrese Maxey ont été
terrible en termes d'adresse. 3 sur 15 pour McCain, 5 sur 13 pour Tyrese Maxey. Ils finissent quand même meilleur marqueur de leur équipe avec 17 et 18 points. Mais ouais, faiblard. Ouais, faiblard. On pourrait se dire aller à domicile, même sans Embiid et Paul George. On avait vu au dernier match un petit regain. Moi, j'avais dit qu'ils pouvaient perdre les 2 matchs. Au final, ils ont quand même réussi à gagner le précédent. Moi, je pensais qu'ils avaient gagné les 3. Ouais. Bon, après, je pensais qu'il y avait Embiid sur au moins 2 sur les 3. Je pensais Ouais, qu'ils joueraient les 3. ils sont Pas encore de ménagés. back-to-back, il y a du repos et tout. Mais sur le papier, là, le 5 de cette nuit, en fait, il semble pas très très complémentaire. Je trouve qu'il y a une dominante offensive trop importante. Tu regardes McCain, Maxey, Oubre, il y a Bousselé. Gershon a joué 27 minutes, mais finalement, il a pris que 6 tirs. Il n'a pas été très influent. Je regardais le box score, je vois le moins 40 en plus-minus de Kelly Oubre. Et c'est dur. Et en fait, il n'y a pas eu de match. Hein. Je l'ai regardé un peu. Ils se sont tout de suite fait balayer. Les Clippers, c'est une équipe qui joue. Les Clippers, c'est une équipe qui joue très, très, très sérieusement et pareil, dont on parle pas beaucoup, mais qui fait un super bon début de saison. Et là, même avec un 5 qui n'est pas ultra impressionnant, hein, Harden, Chris Dunn, Amir Coffey, Derrick Jones Jr., Ivica Zubac, tu te dis, bon, c'est solide, mais ça ne met pas une rouste comme ça à une équipe des Sixers. Et tu as raison, il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, celui que j'ai trouvé le plus agressif et le plus intéressant, c'est McCain, parce que même s'il shoot à 3 sur 15, il essaye, il provoque des fautes, il est allé sur la ligne pas mal de fois. Alors il a manqué de réussite, mais ça reste un rookie qui peut pas tout le temps porter l'équipe. Là, j'étais un peu déçu de Maxey. Dans ces matchs-là, pour moi, c'est Tyrese Maxey qui doit vraiment élever le niveau, faire des cartons au scoring parce qu'il n'y a pas tellement d'autres choix. Et là, dans ce sens-là, c'est un peu décevant quand même. Les Clippers, en fait, tu sais, les Clippers, c'est une équipe, ils vont pas perdre contre les équipes faibles. Et généralement, ils vont aussi battre les équipes moyennes. Parce que, comme tu l'as dit, ils sont solides. Et ça, c'est la recette, en fait, pour aller en playoff. Tu gagneras pas un tour. Ils vont jamais gagner. Ils vont jamais battre les gros. Bon, après, sur un match, tu sais jamais, mais tu vois, ils vont pas inquiéter les gros. Personne va se dire, ah, on a peur des Clippers. Par contre, contre les équipes plus faibles, ils gagnent. Et ça explique leur bilan aujourd'hui. Ils sont à 11-7, ils sont bien classés. Ils font une saison solide. Comme tu l'as dit, c'est solide, c'est sérieux, ça défend bien. Et après, en attaque, tu as une formule de toute façon où tu sais que des pick and roll, Harden, Zubac, ça va faire mal à tout le monde. Ça va faire mal aux équipes faibles. Ouais. Et là, c'est le cas. Les Sixers, c'est une équipe faible. Tu as raison, Maxey, il est décevant. Cette saison, dans le jeu, hein, c'est pas. Ça va pas. Si Philly commence une série de playoffs avec McCain, Maxey dans le 5, il peut y avoir Paul George, Joel Embiid, même Hakeem Olajuwon autour. Si tu veux, eux, ils ont fait les mecs outrés un peu quand un journaliste leur a posé la question, ouais, est-ce que vous essayez de remettre à la mode le backcourt des petits? Mais j'ai vraiment du mal à croire un backcourt McCain Maxey au très très haut niveau, même si tu vois, moi j'aime bien McCain aussi, tu vois, même avant que la saison commence. Je me souviens quand je regardais un peu les compiles avant la draft, parce que j'avais pas suivi la saison NCAA, et tu sentais qu'il y avait un truc avec McCain, quoi. Il y a un côté, toute proportion vachement gardée, mais c'est les meneurs un peu à la Stephen Curry, tu vois, les mecs qui prennent des shoots en sortie de dribble à 3 points, etc. Mais là, c'est vraiment triste, les Sixers. Hein. Ouais. 3-13, je redonne leur bilan. 3 victoires en 16 matchs. C'est simple, il n'y a qu'une seule équipe qui a un plus mauvais bilan, c'est les Wizards, qui ont encore perdu la nuit dernière. Ils sont à 2-13 pour le coup. 11e défaite de suite, je crois. Ouais, 11 ou 12, ouais, 11 défaites de suite. Défaite contre Indiana, 115-103. Celui-là aussi, j'ai pu le regarder parce que je ne dormais pas encore. Les Français ont été bons. Oui. Les Français ont été bons. 17 points pour Bilal Koulibaly, 17 points, 14 rebonds pour Alex Sarr. C'est les 2 meilleurs marqueurs de leur équipe. Ouais, Alex Sarr, bon, Bilal est plutôt constant, je trouve, cette saison. Alex Sarr, les gens ont semblé peut-être un peu dubitatifs parfois. Moi, je trouve que son début de saison, il est quand même intéressant. Sur des aspects sur lesquels je ne l'attendais pas forcément, notamment à la passe, je trouve qu'il est vraiment intéressant dans cet aspect-là. Voilà, cette nuit, il fait 3 passes, mais bon, pour un intérieur, c'est déjà pas mal. Je trouve en tout cas, il a une réflexion, une approche qui fait qu'il va, je pense, il est capable de faire pas mal de passes. Tu vois. Sa défense, elle est toujours très très correcte. Il protège plutôt bien le cercle. Et en attaque, c'est plus variable par contre. Mais là, cette nuit, 17 points à 7 sur 15, c'était plutôt pas mal. Et Bilal aussi a commencé à rentrer des shoots. Il y a 1 ou 2 shoots un peu compliqués qui met, qui sont pas mal. Bon, c'est les Wizards, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'avec ce que tu as dit avant, c'est-à-dire qu'il y a que les Wizards qui ont fait pire que les Sixers, mais ils ont qu'une défaite, une victoire de moins,
alors qu'ils viennent de perdre 11 matchs de suite. Donc ça permet de réaliser à quel point c'est compliqué pour Philadelphie. Mais pour les Français, en tout cas, moi, tu vois, je sais pas, je saurais pas forcément encore où placer Alex Sarr dans une course pour le rookie de l'année, mais je trouve je vois des progrès en tout cas. Il manque en fait, en attaque, des fois, il manque des trucs. Ouais. Mais il a un profil physique très intéressant. Il est long, il est athlétique, il est mobile. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va se développer. Déjà, il prend légèrement moins de 3 points, qu'il prenne que 4-3 points sur 15 tentatives, ça me fait plaisir. Son tir à 3 points, je sais pas, il y a un défaut de timing, j'ai l'impression, je vais pas faire le spécialiste. Mec, à 15% de moyenne, il se permet de faire des. Ouais, non, mais là, Alexa, en fait, tu vois, c'est parce que son poignet. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi que par contre, qu'il y a un truc intéressant avec ça. Et Koulibaly, il met 17 points, il met 10 points dans le troisième quart-temps, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment lui qui, dans le troisième quart-temps, c'est le moment où les Pacers accélèrent et lui, il leur permet de résister. Et après, dans le quatrième quart-temps, il n'a plus le ballon. Voilà. Plus le ballon. Ouais. Mais bref. Et du côté d'Indiana, 21 points de Tyrese Haliburton avec 9 passes décisives, 22 points, 6 rebonds, 6 passes de Siakam. McConnell a été bon en sortie de banc aussi. Hein. Il a eu un bon passage. Ils avaient besoin de ça, les Pacers. Hein, Aussi, eux, on n'en parle pas beaucoup, mais leur début de saison est compliqué. Suite Tyrese Haliburton est franchement déprimant. Et même quand tu le vois en interview après les matchs, il comprend pas vraiment ce qui se passe. Il a plus du tout d'adresse. Enfin, en tout cas, surtout sur les matchs à l'extérieur, c'est vraiment compliqué pour lui et il est dans une passe un peu compliquée après avoir été hyper dans la lumière la saison dernière. Hein. Il était très très haut dans les classements de tout le monde, les classements individuels. Les Pacers vont en finale de conférence. Là, il lui faut des matchs comme ça pour se remettre en confiance, je pense. Mais là, sur celui-là, les Pacers, je pense, étaient contents de se retrouver face aux Wizards pour stopper un peu la spirale compliquée. Cleveland a battu Toronto, 17e victoire de la saison en 18 matchs pour les Cavaliers, avec Ty Jerome, vraiment la révélation de la saison. 26 points à 9 sur 14, 6 passes décisives, 4 interceptions, le tout en sortie de banc. Le mec, il rate pas un shoot cette saison. Lui, il ne rate pas un shoot. Ouais. Il y a eu 26 points aussi de Donovan Mitchell, 23 points, 13 rebonds de Jarrett Allen. Puis voilà, Cleveland qui continue de dominer. 10e victoire à domicile en 10 matchs. Ils se sont pas la défaite à Boston n'a pas eu d'effet particulièrement négatif. Ça vient, ça gagne. Voilà, ils continuent de battre les équipes qui sont plus faibles, et puis là, ouais, t'as Jérôme incroyable quoi. Là en sortie de banc, c'est son record en carrière. Non, c'est pas son record, ou c'était au niveau des interceptions, je crois son record, j'avais lu. Mais il impacte tous les secteurs de jeu et tu vois, il a manqué presque, je sais pas combien de matchs il a joué la saison dernière, mais il avait une grosse blessure à la cheville et c'est un très très joli comeback. Je sais pas si tout au long de la saison il arrivera à garder cette constance, mais il est très adroit, il est influent dans le jeu, il fait des passes décisives. C'est une recrue inattendue en fait. Il était déjà là, mais c'est une recrue par défaut qui est vraiment précieuse pour les Cavs. Ouais, non, c'est clair. Les Cavs et puis Kenny Atkinson qui a mis en place tout ça. Bien sûr. Un chapeau du côté de Cleveland, c'est beau. Le dernier match de la nuit, c'est la victoire. Non, il y en a deux encore, pardon, et il en reste un dont on n'a pas parlé, qui s'est joué très tôt. Mais d'abord, je te propose la victoire en speed de Brooklyn contre Sacramento, 108-103, avec notre gars Cam Thomas quand même. Ouais, 34 points. Il avait la main chaude, Cam Thomas, 34 points. Les Nets, comme on le dit depuis le début de la saison, en général, les matchs, ils sont toujours dedans, les matchs sont toujours serrés. Ils ont eu 19 points d'avance quand même, ils se sont fait reprendre après, et ils ont super bien défendu dans le dernier, où les Kings ont super mal attaqué, c'est au choix. Ils ont marqué que 15 points, et Sacramento, ils font quand même des matchs assez... tu vois, les rencontres à domicile, c'était un peu un avantage il y a 2 ans, avec tout le gimmick autour du laser, l'espèce d'ambiance chaude pour le retour en playoff. Là, cette saison, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une énorme bêtise, je crois qu'à domicile, leur bilan est pas fou. Ouais, 4-5. Ils sont à 4 victoires en 9 matchs. Ils sont pas en positif à domicile, alors qu'avant, c'était tu vois, typiquement, la réception de Brooklyn, tu te dis que ça doit finir en victoire. Ils ont quand même s'il manque Malik Monk, par exemple, la plupart des autres cadres sont là. Donc c'est un peu décevant. Et c'était le premier tour de Jordi Fernandez, qui a été assistant chez les Kings pendant 2 ans et qui a battu son ancien supérieur hiérarchique, Mike Brown. Voilà. Et j'ai envie de te dire que dès qu'il y aura des stars sous le coaching de Jordi Fernandez, ça va être très intéressant. Très, très intéressant. Je crois beaucoup en ce coach. Il y a un mec du côté des Kings qui a fait un bon match qui, pour le coup, illustre très bien la déception du début de saison, c'est Keegan Murray. Là, il a mis 21 points, 8 rebonds, mais sinon, il est
il est vraiment pas. Enfin, c'est pas qu'il est pas très bon, c'est qu'il est un peu transparent. Mmh. Il a moins de ballons aussi depuis l'arrivée de DeRozan. Et pour moi, ça symbolise un peu la déception des Kings sur ce début de saison. Allez, j'ose dire dès maintenant, Sacramento ira pas en playoff. J'ai presque envie de dire ça tout de suite. Ils ont du talent, mais je sais pas, il y a un truc qui Le play-in est jouable, et mal puis pas. bon, Oui, le play-in, oui. Après, tu sur l'as le dit, il play-in. faut intégrer DeRozan, mais tu vois, voir des matchs comme ça à domicile, où il y a De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Kevin Huerter, en gros, il manque, si je dis pas de bêtises, il manque que Malik Monk, qui a manqué pas mal de matchs récemment. Normalement, ça doit faire, contre une équipe jeune et qui joue sans pression, normalement, ça doit gagner, quoi. C'est bon, voilà, il y a un petit retard à l'allumage et il faut voir si ça va se décanter à un moment. Normalement, DeRozan, c'est plutôt le genre de joueur qui s'intègre facilement dans les équipes parce que voilà, il est sobre et efficace de manière générale, mais là, ouais, ils ont un peu de mal à trouver un rythme de croisière. Ça fait 3 défaites de suite là pour les Kings. Et le dernier match de la nuit, c'était celui qui s'est joué en tout premier. Du coup, Boston a battu Minnesota 107-105, 14e victoire de la saison pour Boston. 29 points et 7 paniers à 3 points pour Jaylen Brown, 19 points de Derek White, 26 points de Jason Tatum. Du côté de Rudy Gobert, qui a très peu de ballons, hein, tu l'avais bien souligné, il n'est plus jamais servi en attaque. Il met 10 points alors qu'il fait 4 sur 5 au tir et 2 sur 2 au lancer. Et surtout, il prend 20 rebonds. Ouais, ça a été le point positif pour lui. Mais bon, les Wolves ont quand même perdu, mais Rudy a été actif au rebond. Les Celtics qui enchaînent aussi, hein, ils sont sur 5 victoires de suite. Les Wolves ont rendu le match vraiment serré sur la fin. Il y a une bonne défense collective des Celtics sur la toute dernière possession. Naz Reid arrive quand même à shooter, mais ça rentre pas. Ils n'étaient pas si loin que ça d'aller en prolongation, les Wolves. De gagner, pardon. Ça a fini à 2 points. Si Naz Reid rentre le tir à 3 points, ça fait victoire. Il y a déjà des changements dans le 5 majeur des Wolves. Dante DiVincenzo est passé dans le 5. Nickel Alexander-Walker en est sorti. Et le rookie Rob Dillingham a mis 14 points quand même. En sortie de banc. La petite en seulement 16 minutes. Donc pas mal. Il a pu s'illustrer un peu. Moi, je pense que tant que Joe Ingles ne joue pas, rien de positif ne pourra. 3 minutes de temps de jeu moyen sur ces 7 apparitions cette saison. Voilà. Je pense que c'est les dieux du basket qui sanctionnent les Minnesota Timberwolves pour manquer de respect à cette légende du jeu. Voilà. Je te propose qu'on revienne un peu sur les matchs du week-end. Il y a quand même eu quelques belles perfs. Et on peut commencer par les Spurs. Les Spurs qui enchaînaient les victoires sans Victor Wembanyama. Puis qui recevaient les Warriors avec Victor Wembanyama. Ils ont gagné aussi 104-94. Très belle performance. 25 points, 7 rebonds, 9 passes de Victor. Stephen Castle encore a été très bon. Excellent. Il est de plus en plus fort en fait. Il monte vraiment en puissance. Lui, pour le coup, il est vraiment dans la course du rookie de l'année, je pense, Stephen Castle. Et les Spurs, mine de rien, sont à 9 victoires, 8 défaites. Quelque chose qui se développe, des jeunes talents intéressants. Il n'y a toujours pas Sohan, Vassell n'a pas joué beaucoup de matchs. Mais Chris Paul, Harrison Barnes, c'est très bon. Le play-in dès cette saison, ça paraît plus que jouable, en fait, parce que c'est une équipe qui va progresser mois après mois, en fait. Et ils sont déjà là. Donc, tu sais que ça faisait quasiment 4 ans qu'ils n'avaient pas gagné 3 matchs de suite. Ça peut faire un peu long, hein, pour les fans des Spurs qui ont été habitués à l'excellence pendant plusieurs saisons. Non, là, c'est vraiment bien. Et le fait de gagner même de gagner sans Victor, de regagner quand il vient, où c'est pas un problème pour le réintégrer. Stephen Castle, tu l'as dit, vraiment, la façon dont les autres en parlent, dont Victor en parle notamment, ils ont énormément confiance en lui, en sa maturité, ses qualités défensives. L'attaque progresse aussi à chaque fois. Les vétérans qui sont autour, Harrison Barnes, Chris Paul, ça permet de maintenir constamment un niveau de jeu et de QI basket important sur le terrain. Les Spurs, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour l'instant. Castle, en tant que starter, il est à 14 points, 4 passes. Je viens de checker. En 10 matchs en tant que titulaire, c'est 6 victoires des Spurs et il est à 14 points, 4 passes. Il commence à monter en puissance. Et voilà, quand il y aura un nouveau Sohan, Vassell qui revient vraiment. Non, c'est intéressant ce qui se passe à San Antonio. C'est une équipe à suivre. Un peu. Ils sont déjà plus forts que ce que je pensais. Et surtout, en fait, c'est pas tant là où ils sont aujourd'hui, c'est que je me dis que c'est une équipe qui va forcément monter en puissance, tu vois. Moi, je m'attendais par exemple à ce que ça commence pas très bien et qu'elle monte en puissance un peu trop tard pour vraiment aller chercher les playoffs. Voilà, les playoffs, le top 6, ça me semble encore quand même compliqué, mais techniquement, ils en sont pas loin aujourd'hui. Après, tu as raison, le classement, ça veut rien dire aujourd'hui. Mais ça va continuer de progresser, en fait. Et un truc qui est intéressant, je trouve, l'année dernière, il y a eu beaucoup de matchs où les Spurs avaient des avances assez confortables et ils se sont fait totalement remonter. Là, ça fait plusieurs matchs cette saison qu'on voit l'inverse.
Parce que là, les Warriors menaient de 17 points. Oui, c'est vrai, ils ont Tu remonté. peux te dire, bon, allez, tu joues contre Golden State, tu perds de 17 points, c'est que la soirée est flinguée. Et ils leur ont passé un 40-13 derrière. Donc les Spurs ont réussi à surmonter ce retard un peu précoce. Et ça, pour moi, ça montre aussi une vraie évolution. Ça s'explique par tout ce qu'on a dit, hein, la présence des vétérans, Victor Wembanyama, évidemment, Castle qui est un rookie très très mature. Ils sont un peu en avance par rapport à ce que j'estimais aussi. Je sais pas où ils seront à mi-saison pour vraiment faire un point qui soit pertinent au classement. Mais ils sont en tout cas en avance sur ce qu'on imaginait d'eux, ouais, je pense. Il y avait une petite perf sympa aussi, c'était le match de Scottie Pippen Jr. avec les Grizzlies. Ouais. 30 points, 10 passes, c'est la première fois alors je me souviens plus de la ligne de stats exacte, mais en gros sa perf, le dernier à l'avoir réalisé à Chicago, bah, c'était Scottie Pippen, son père, quoi. Donc ça, c'était plutôt sympa avec une belle victoire des Grizzlies. Et puis ça, mine de rien, lui, il est en train de se faire une vraie carrière, hein, Ah Scottie ouais. Pippen. Il monte en puissance, il tourne à 12 points, 4 rebonds, 6 passes depuis le début de la saison. Il est bon, il est complet, il défend. Ouais. C'est une version moins forte moins forte. C'est une version de son papa en un peu plus petit, quoi. Et il a ce truc-là assez intéressant. Il y a eu aussi les 50 points de la Mélo ce week-end. Oui, ouais, la Melo Ball. 38 tirs. Ce que j'allais dire, faut un peu pondérer parce qu'il est dans une équipe où qui est un peu entre deux, dans une situation. Là, ils sont quoi? Ils sont Charlotte est 12e. C'est difficile il fait des perfs individuels de très très haut niveau. On l'avait déjà vu faire ça, mais c'est un peu dur. J'ai du mal à m'enflammer un peu pour la Mélo cette année parce que il joue un peu tout seul par la force des choses, hein, mais c'est bon, ça reste 50 points. Il n'y a pas énormément de joueurs. C'est pas le plus jeune joueur à avoir mis 50 points, la Mélo. Il y a pas un truc comme ça. Je dis peut-être une énorme bêtise, hein. Non, mais il croque de fou. Par contre, du côté des Hornets, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Grant Williams qui sera out pour toute la saison. Mais oui, Lamelo, 50 points, bon, c'est beau. En plus, je crois qu'il a 10 passes aussi sur ce match-là. Ouais. Et c'était contre les Bucks. Les Bucks qui sont sur 4 victoires de suite. Il y a une vraie remontée au classement du côté de Milwaukee. Ils ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs, 4 victoires de suite. Ça y est, ça se met en route. Giannis et Lillard sont tous les deux bons. Côté Brook Lopez, ça contribue. Bobby Portis est toujours bon en sortie de banc. Gary Trent Jr. est sur une bonne période. Là, il commence à avoir un peu d'adresse. Du coup, ça va un peu mieux à Milwaukee quand même. Ouais. Et Lamelo, pour la réponse, c'est le 3e plus jeune à avoir fait 50 points, 10 passes dans un match. Donc, j'ai pas la réponse, mais il y a a priori, pour le 50-10, c'est le 3e plus jeune. Et c'est il a mis 40 points dans une mi-temps aussi, faut le dire. Sur la deuxième mi-temps, et il y a qu'une petite quinzaine de joueurs qui ont mis 40 points, au moins 40 points sur une mi-temps, depuis la saison 96-97. C'est là que ça te permet de rappeler une performance de Klay Thompson qui a mis 37 points sur un quart-temps. Sur un seul quart-temps, Je crois qu'on réalise pas la dinguerie quand même. Ouais, c'est clair. Allez, on peut peut-être terminer juste avec le match de l'équipe de France. L'équipe de France qui a à nouveau battu Chypre en qualif pour l'Euro. Ouais, l'équipe de France qui a gagné 85-70 après avoir gagné un premier match à Nicosie qui était un peu poussif. Le deuxième n'a pas été beaucoup moins poussif. Ils ont gagné de 15 points au final, 85-70, mais ça n'a pas été si simple que ça. Beaucoup de maladresse à 3 points. Et des choses intéressantes aussi parce que c'est un groupe assez jeune là qui est coaché par Frédéric Fautoux. Ils ont jamais vraiment eu peur, hein. C'est pas non plus, on va pas dire que les Bleus se sont fait peur, mais disons que c'est une équipe un peu en rodage ou qui se découvre parce que plusieurs des joueurs qui sont là ont jamais joué ensemble ou même découvrent la sélection parfois, comme Nolan Traoré, Noah Essengue, voilà. Nolan Traoré qui a fini ce deuxième match avec 8 points à 2 sur 11. Un peu je sais pas si c'était de la fatigue ou de la tension, mais il a raté des choses qu'il rate pas quand il joue avec Saint-Quentin, notamment un dunk assez facile à la fin du match. Mais voilà, les Bleus qui s'imposent assez sereinement. Pour les perfs individuels, Axel Bouteille 15 points, Yohan Makoundou 11 points et encore quelques bons gros dunks qui font plaisir. Amin Noah 14 points. Et voilà, tout le monde, tous les joueurs qui ont participé ont contribué au box score. Voilà. Yes, bah écoutez les gars et les filles, on va s'arrêter là-dessus et on se retrouvera de toute façon tout à l'heure pour un podcast et demain pour un nouveau CQFR. Je vous rappelle quand même que le livre GOAT est toujours disponible sur basketsession.com. On est encore en période de prévente et qui dit prévente dit frais de port offert en France métropolitaine. Si vous êtes en Belgique, bah ouais mon gars, faut payer les frais de port, c'est comme ça. mais ou ailleurs d'ailleurs, Belgique ou ailleurs, à Munich, je paye les frais de port. Voilà. Eh ben oui. Parce qu'évidemment, tu crois que la boîte Rivers va me l'offrir? Certainement pas. Certainement pas.
Non, je plaisante. N'hésitez pas en tout cas à aller checker. C'est sur basketsession.com. Vous verrez un peu de quoi est Yes. constitué le livre. Si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de nous entendre sur le sujet, de toute façon, on en reparlera sans doute prochainement. Eh ben, Ok. écoutez, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Yes. Bonne Ciao, ciao. journée. Ciao.